Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Comics Code, un épisode dans lequel, après Panini Comics, on va passer en revue les nouveautés à apparaître en août 2024 chez les autres éditeurs français. Comme d'habitude, si vous remarquez des erreurs, des oublis ou des changements de dernière minute, n'hésitez pas à laisser un mot dans les commentaires, c'est aussi fait pour ça. Contrairement à Panini qui reprend son programme de publication dès le 7 août, les autres éditeurs, eux, ne reprendront le chemin des librairies qu'après le 15 août, à une exception près, Delcourt qui annonce déjà une première sortie le 7, le 4e tome de Gunslinger Spawn, toujours réalisé par la même équipe depuis les débuts, à savoir Todd McFarlane au scénario et Brett Booth au dessin. Et j'ai beau pas avoir beaucoup d'affinité avec l'univers de McFarlane, faut bien reconnaître que les planches de Brett Booth ont de la gueule. Sorti 15 jours plus tard du 19e tome de Hellboy, Hellboy in Love, écrit comme d'habitude par Mike Mignola et Christopher Golden, et dessiné par Matt Smith. Au sommaire, 3 histoires qui vont amener Hellboy à faire la rencontre d'Anastasia Branfield, une jeune et jolie archéologue qui va l'accompagner dans ses aventures, et plus 6 affinités. Le ton est plutôt léger, les scénarios sont assez inventifs, et le tout se lit d'une traite. Et les fans de Mike Mignola sont gâtés ce mois-ci puisque Delcourt réédite également les aventures de Lord Baltimore dans un premier et épais volume de 500 et quelques pages. Delcourt avait publié la totalité de cette série en 8 tomes entre 2011 et 2020. Cette première intégrale regroupe les 4 premiers tomes de la série. L'action se situe en Europe au sortir de la Première Guerre mondiale, mais dans un monde sensiblement différent du nôtre, peuplé de vampires et de créatures surnaturelles. Lord Baltimore est l'une de ces figures tragiques comme Mike Mignola les aime tant, qui a tout perdu et qui consacre ce qui lui reste de vie à la vengeance. Encore une fois, Mike Mignola et Christopher Golden sont aux manettes, et le dessin est signé Ben Stenbeck, qui emprunte à Mike Mignola tous ses codes graphiques. Une chouette série dont on aura sans doute l'occasion de reparler plus en détail. Chez Urban Comics, pas de sortie prévue le vendredi 16 août, au lieu de ça, les nouveautés arriveront exceptionnellement en librairie le lundi 19 août. Un mois d'août qui fait la part belle aux adversaires de Batman. C'est ainsi qu'on aura le premier tome de la série consacré au Pingouin, signé Tom King et Raphaël de la Torre. Cette série fait directement suite aux événements dont il était question dans les backup stories des premiers numéros de Batman signés Chip Zdarsky, mais pas de panique si vous n'avez pas lu ces épisodes, qui étaient signés Chip Zdarsky et Belen Ortega, et qu'Urban avait publié dans le premier tome de Batman Dark City, ils devraient également figurer au sommaire de ce premier volume du Pingouin. Mais cette nouvelle série s'inscrit également dans le prolongement de l'album Batman Killing Time, paru en France fin 2023, et signé Tom King et David Marquez, une mini-série qui introduisait notamment 2 personnages qu'on va retrouver ici dans des rôles importants. Ça, c'est pour le contexte. Côté scénario, Tom King met en scène un pingouin qui tente de retrouver sa place dans le monde du crime de Gotham et qui est prêt à tout pour parvenir à ses fins. Ça donne une première moitié de série assez efficace et spectaculaire, même si Tom King a une fois de plus tendance à exagérer les capacités et les compétences de son vilain. On attendra la suite et fin pour se faire un avis définitif, mais ces premiers épisodes fonctionnent vraiment bien. Autre adversaire de Batman à l'honneur ce mois-ci, le Joker, avec 2 titres et demi qui lui sont consacrés. On aura tout d'abord la réédition en un seul volume de la série Joker, signée James Tynion IV et Guillem March, une série dont je crois avoir déjà dit tout le bien que j'en pensais, et une série qui se focalise davantage sur le personnage de Jim Gordon que sur celui du Joker. Et puis, une dizaine de jours plus tard, on aura la suite de cette série, Joker, l'homme qui cessa de rire, signé cette fois Matthew Rosenberg et Carmine Di Giandomenico. Et autant dans la série précédente le Joker n'apparaissait le plus souvent qu'en arrière-plan, autant ici il est omniprésent, et on a même droit à 2 Jokers pour le prix d'un. Qui est le vrai, qui est le faux? Réponse au terme de cette série, dont cet album réunit l'intégralité des 12 épisodes, plus les 2 épisodes parus dans le cadre de l'event Night Terrors, 2 épisodes dessinés par Stefano Raffaele, et qui, une fois n'est pas coutume, sont très réussis. Et puis, n'oublions pas les backup stories, dessinés pour la plupart par Francesco Francavilla, et qui mettent le Joker dans des situations plus délirantes les unes que les autres. Bref, j'attendais a priori pas grand chose de cette série, qui pourtant s'avère au final être une très bonne surprise, et donc on en reparlera plus en détail dans les prochaines semaines. On retrouvera enfin le Joker au sommaire de l'anthologie Joker plus Harley Bad Romance, une anthologie évidemment en lien direct avec le film à sortir début octobre sur les grands écrans.
Au sommaire, Urban annonce un extrait du graphic novel Harley Quinn Breaking Glass de Mariko Tamaki et Steve Pugh, l'incontournable Mad Love de Paul Dini et Bruce Timm, le premier numéro de la série Harley Quinn de 2000 par Carl Kesel et Terry Dodson, une série toujours inédite en France mais dont Urban va commencer la publication en octobre prochain, les épisodes 20 et 21 de Gotham City Sirens, eux aussi inédits me semble-t-il, et signés Peter Calloway et Andrés Guinaldo, Batman numéro 15 de 2012 par Scott Snyder et Greg Capullo, un épisode qui fait partie de l'arc Death of the Family, Harley Quinn numéro 25 de 2016 par Amanda Conner, Jimmy Palmiotti et Chad Hardin, un extrait de Secret Origins numéro 4 de 2014 par à nouveau Amanda Conner et Jimmy Palmiotti au scénario et le français Stéphane Roux au dessin, et pour finir, un ou plusieurs extraits de Harley Quinn Black, White and Red. Et la transition est toute trouvée puisque, le même jour, Urban sortira Harley Quinn Black, White and Red 2, nouvelle collection de courts récits présentant une esthétique commune, que ce soit chez DC ou chez Marvel, on a déjà eu droit à un paquet de titres similaires. Comme toujours avec ce genre de recueil, on aura droit à du beau monde, Chip Zdarsky, Kelly Thompson, Gail Simon ou Chris Condon au scénario, Kevin Maguire, Zoe Forgood, Bilquis Evely ou Bruno Redondo au dessin, pour n'en citer que quelques-uns. Côté scénario, faut peut-être pas espérer des merveilles. Côté dessin, par contre, on peut s'attendre à de très belles choses. Sortie également de la troisième et dernière intégrale Harley Quinn, qui conclut donc la série de 2014, écrite par Amanda Conner et Jimmy Palmiotti, et dessinée pour l'essentiel par Chad Hardin, mais on retrouvera également Elsa Chartier sur l'ultime épisode. Et pendant ce temps, que fait Batman ? Il s'offre un détour par la collection Black Label, le temps d'un récit intitulé First Night, et signé Dan Jurgens et Mike Perkins. Une incarnation du personnage qui sillonne les toits de Gotham City à la veille de la Deuxième Guerre mondiale, à la recherche de criminels plus morts que vifs, à moins que ce soit le contraire. Un album dans l'ensemble plutôt décevant. Mike Perkins est certes le choix parfait pour mettre en scène cette Gotham des années 30. En revanche, le scénario de Dan Jurgens est assez quelconque, et surtout il tire pas franchement profit de son cadre historique et social. Dommage. La nouveauté la plus improbable du mois, c'est probablement Justice League contre Godzilla, contre Kong, de Brian Buccellato, Christian Duce et Tom Derenick. Et si vous vous demandez de quoi ça parle, eh ben, tout est dans le titre et sur la couverture. Et c'est pas mal du tout. À condition, évidemment, d'avoir envie de voir pendant presque 250 pages vos super-héros préférés se foutre sur le museau avec des monstres géants. Mais dans ce cadre, oui, c'est rythmé, c'est spectaculaire comme il faut, donc ça se lit très agréablement. Reste une question en suspens, Urban annonce un volume de 240 pages, alors que le hardcover sorti aux États-Unis début juillet en compte 264. Du coup, va falloir comparer les deux éditions avant de privilégier l'une plutôt que l'autre. Restons encore un peu dans le super-héroïque avec le deuxième tome de Dawn of Justice Society of America. Bon, on sait désormais qu'aux États-Unis, la série va s'arrêter au numéro 12, et même si on sait également qu'elle va être relancée au numéro 1 avec Jeff Lemire au scénario et Diego Olortegui au dessin, rien ne dit que Lemire reprendra tout ou partie des éléments introduits par Geoff Johns dans sa série. Par ailleurs, si vous suivez cette série essentiellement pour Geoff Johns, sachez qu'il n'est présent que sur 4 épisodes, les numéros 4 à 7 de la Justice Society. Le reste de cet album est occupé par la mini-série Jay Garrick The Flash, signée Jeremy Adams et Diego Olortegui dont je parlais il n'y a pas 30 secondes, une mini-série qui revisite les origines du personnage en même temps qu'elle met en scène un personnage apparu dans le tome précédent. C'est sympathique, mais quand même un peu léger. Quant à ceux qui suivent cette série avant tout pour les planches de Michael Ranin, sachez qu'il ne dessine que 2 des 4 épisodes de la Justice Society, les autres étant dessinés par Marco Santucci. Bref, cette nouvelle série consacrée à la JSA promettait de très belles choses, mais ces retards à répétition et surtout le départ de Geoff Johns de DC font que ces belles promesses ne se réaliseront probablement jamais. Autre nouveauté que je ne conseille pas, en Black Label, Danger Street de Tom King et Jorge Fornes, qu'on a souvent vu travailler ensemble, notamment sur le formidable Rorschach, auquel j'avais consacré une vidéo au début de la chaîne. Ici, Fornes est toujours aussi bon, en revanche, Tom King cède à ses pires travers, autrement dit, prendre des personnages dont il sait à peu près rien et les maltraiter à longueur de page. Ici, en l'occurrence, il prend une galerie de personnages qui ont tous figuré au sommaire de l'éphémère anthologie First Issue Special au milieu des années 70, certains dont on se souvient comme Warlord, Métamorpho ou les New Gods, d'autres totalement tombés dans l'oubli comme Atlas, Lady Cop ou les Dingbats de Danger Street. Bon
Tom King prend tous ses personnages, les balance en vrac dans une intrigue qui a ni queue ni tête, en espérant parvenir à un résultat intéressant. Peine perdue, c'est absolument imbuvable et sans aucune espèce d'intérêt. Beaucoup plus recommandable, le deuxième et dernier tome de New Burn de Chip Zdarsky et Jacob Phillips. J'avais déjà dit tout le bien que je pensais de cette série au moment de la sortie du premier tome, et je suis ravi de voir que la qualité ne baisse pas dans cette seconde moitié, bien au contraire. New Burn et sa protégée s'enfoncent au fil des épisodes dans un merdier qui semble de plus en plus inextricable, un merdier dont ils sont eux-mêmes à l'origine à force de jouer double voire triple jeu avec des adversaires franchement peu recommandables. Comment tout ça va finir ? Le suspense est à son comble et on en reparle dès que c'est disponible. Est-ce que j'en ai fini avec Urban Comics ? Eh ben non, puisque qui dit mois d'août dit nouvelle fournée de titres Urban Nomad. Urban entame la 3e année de cette collection avec 10 titres supplémentaires. La parution de différentes séries se poursuit avec le tome 7 de Fables, toujours signé Bill Willingham et Mark Buckingham, le tome 5 de la Justice League par Geoff Jones, Jeff Lemire, Jim Lee, Ivan Rice et quelques autres, un 3e crossover entre Batman et les Tortues Ninja par James Tynion IV et Freddie E. Williams II, sans oublier le 2e tome de Planetary par Warren Ellis et John Cassaday. Dans le même temps, Urban lance une nouvelle série, Gotham Central, excellent polar situé dans l'univers de Batman et signé par des spécialistes du genre, à savoir Ed Brubaker, Greg Rucka et Michael Lark. Et puis, on aura également droit à quelques récits complets, Batman Silence de Jeff Lobb et Jim Lee, le très émouvant Day Tripper de Fabio Moon et Gabriel Ba, Hellblazer Dépendance Mortelle de Garth Ennis et Will Simpson, les épisodes qui ont révélé le scénariste irlandais au début des années 90 et qui ont fait de la série l'une des plus grandes réussites du label Vertigo, Sheriff of Babylon, autre titre Vertigo qui marquait les débuts de Tom King, accompagné de Mitch Gerads au dessin, et enfin Top 10 d'Alan Moore, Gene A et Zander Cannon. Là par contre j'ai peur que le petit format ne fasse pas honneur au travail de dingue et ultra référentiel fourni par A et Cannon au dessin. On en a fini avec Urban Comics, passons chez Black River, qui annonce le 3e et pour l'instant dernier tome de Ragnarok de Walt Simonson. Cette 3e mini-série est parue aux États-Unis en 2019, et depuis on est un certain nombre à attendre que Simonson reprenne son récit là où il s'était arrêté. En attendant, on pourra continuer d'apprécier en VF cette version de Thor très différente de son travail sur le personnage chez Marvel dans les années 80. Chez iComics, sortie de la suite de The Last Ronin, intitulée The Lost Years, de Kevin Eastman, Tom Waltz et S.L. Gallant. On retrouve donc ici le dernier survivant des Tortues Ninja, et on revient sur les années où il errait seul à travers le monde, avant de revenir à New York pour venger ses frères. En parallèle de ces flashbacks, les scénaristes développent au présent un élément introduit dans les dernières pages de l'album précédent. The Last Ronin a semble-t-il été un gros succès, un poil exagéré de mon point de vue pour une histoire certes sympathique mais qui a quand même rien de renversant pour autant. Cette suite est sensiblement moins réussie, Eastman et Waltz semblent naviguer à vue et pas trop savoir quoi faire de leur héros. Quoi qu'il en soit, si vous comptez vous procurer cette suite en forme de préquel, une petite précision sur l'édition française, iComics le sort dans un format comics classique, 17 par 26 cm, quand l'édition hardcover chez IDW est sensiblement plus grande, 19 par 28, le tout pour un prix similaire de $30. Bref, ça devient une habitude avec iComics, mais en plus d'être cher, cette édition française n'est pas à la hauteur de l'édition originale. Si vous n'avez ne serait-ce qu'un petit niveau en anglais, vous savez quoi faire. Même chose d'ailleurs pour le 2e tome de l'intégrale Lock and Key, sensiblement plus petit que la Master Edition américaine. Là en revanche, la différence de prix plaide a priori plutôt en faveur de l'édition française, 35€ d'un côté contre $50 de l'autre. Mais vraiment, c'est pas ces deux éditions qui vont me réconcilier avec cet éditeur. Chez Delirium, pour les affaires classées de Judge Dredd, dont le 9e tome sort ce mois-ci, on a fait le choix inverse, à savoir de proposer une édition française nettement plus grande, 22 par 30, que l'édition Rebellion et ses, entre guillemets, petits 19 par 26 cm. Reste que cette édition est sensiblement plus chère aussi, 39€ contre 25 livres, soit un peu moins de 30€ pour l'édition anglaise. Et puis, surtout, Delirium atteint ici seulement le tome 9 de la série, quand en Angleterre sort en septembre le volume 45. Mais bon, en Angleterre, Judge Dredd reste une icône culturelle, quand en France il continue de n'intéresser qu'une petite minorité, ce qui est un peu plus déplorable. Chez Comics Initiative, deux nouveaux titres dont je ne sais pas grand chose. Tout d'abord, Une vie fantastique de Kevin Mutch, graphic novel sorti aux États-Unis en 2010 et signé d'un auteur dont Comics Initiative a déjà publié un autre titre, The Rough Pearl. Je suis passé à côté du premier, mais je vais guetter celui-ci et on risque d'en reparler prochainement.
Sortie également de Time Under Tension de M.S. Harkness, une graphic novel autobiographique parue aux États-Unis en 2023 chez Fantagraphics. Là aussi, les quelques planches que j'ai pu apercevoir m'intriguent, donc je vais guetter ça. Chez Bliss Comics, les dates de sortie sont souvent à prendre avec des pincettes, mais il n'est pas interdit de penser que le tome 3 de Kaiju Max de Zender Cannon sortira ce mois-ci. En même temps, ça doit être la 4e fois que je l'annonce depuis le début de l'année, donc j'imagine que depuis le temps, les fans de cette série ont appris à être patients. Sorti également du 4e titre en provenance de l'éditeur Bad Idea, ENIAC de Matt Kindt et Doug Braithwaite. Encore un titre dont je ne sais pas grand chose, si ce n'est qu'il s'agit d'un mélange de science-fiction et de thriller, et que l'intrigue tourne autour d'une intelligence artificielle créée dans les derniers jours de la Deuxième Guerre mondiale et qui est devenue une menace mortelle pour l'humanité. Je fais confiance à Matt Kindt pour développer cette idée de manière intelligente, et j'ai jamais trop de Doug Braithwaite à me mettre sous les yeux. Autre titre dont j'ai déjà annoncé la sortie dans une vidéo précédente, le tome 2 de Red Sonja, L'Autre Monde, L'Art des Flammes et du Sang, de Gail Simone et Walter Geovani, une série parue aux États-Unis entre 2013 et 2015 chez Dynamite. Chez Vestron, réédition du cultissime Robocop contre Terminator de Frank Miller et Walt Simonson, mini-série parue chez Dark Horse en 1992 et qu'on aimerait bien relire dans un format plus grand que le petit format Vestron, mais bon, faudra se contenter de ça. Autre crossover improbable du moins, celui qui marque la rencontre entre The Crow et la série Hack/Slash de Tim Seeley. C'est d'ailleurs lui qui se charge du scénario, le dessin étant confié à Jim Terry. Sorti enfin du tome 4 de G.I. Joe Maximum Action, qui poursuit la publication de la série, initialement parue aux États-Unis chez Marvel, écrite par Larry Hama. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, rendez-vous très vite pour la suite. D'ici là, vous pouvez vous abonner à cette chaîne, laisser un commentaire, partager cette vidéo sur les réseaux sociaux, vous pouvez aussi retrouver les lectures de Quack Kent et de Bad Quack sur Instagram, avoir ainsi un aperçu du thème des prochaines vidéos, et vous pouvez surtout, lire des comics. Soyez sages, et à bientôt.